C'est la deuxième fois, sauf erreur de ma part, c'est pas la troisième je crois, que j'ai le plaisir d'interviewer Luc Delis, qui est un ami, mais qui est surtout, et c'est à ce titre-là évidemment que je vais l'interroger maintenant, un romancier, un poète et un essayiste. Dans un livre qui vient de paraître, donc un essai, intitulé « Libre comme Robinson, petit traité de vie privée », édité au mois d'avril 2019, donc de cette année-ci, aux éditions Les Impressions Nouvelles. Je vous montre la couverture. Dans cet essai, donc, il décrypte les bouleversements sociétaux de notre époque qui sont induits par les technologies nouvelles, avec pour objectif de proposer quelques solutions pour protéger nos vies privées, soit un art de vivre aujourd'hui. Donc il s'agit d'un projet ambitieux, malgré la, comment dirais-je, la modestie de l'auteur lorsqu'il parle de petits traités de vie privée. C'est un ouvrage que j'ai lu avec énormément de plaisir, qui ressemble un petit peu à une sorte de vade-mecum, de mode d'emploi pour vivre au quotidien dans notre époque, qui depuis quelques décennies a connu donc des bouleversements extrêmement importants. Luc Delis peut, dans son ouvrage, donner l'impression d'être un pessimiste lorsqu'il fait le constat de notre époque. Et pourtant, peut-être se cache derrière ce pessimisme un optimisme, puisqu'il propose justement des solutions, c'est qu'il croit encore en la possibilité de rendre nos vies meilleures. Donc il ne baisse pas les bras dans cette époque un peu catastrophiste, faut-il le dire, puisqu'on nous parle tous les jours des bouleversements climatiques qui vont affecter, au moins dans le siècle qui vient, complètement nos vies quotidiennes. Luc Delis explique tout à la fin de son livre, page 201, qu'il a simplement voulu établir un état des lieux de ce monde où se déroule notre existence. Et il explique qu'il a imaginé quelques solutions privées en se disant que si elles avaient marché pour lui, elles pourraient servir à d'autres aussi. Toute première question que je te pose, Luc, c'est, tu t'en expliques d'ailleurs juste après cette explication d'ailleurs, à qui pensais-tu t'adresser en écrivant cet essai? Mon souhait, évidemment, c'est de m'adresser non pas au monde entier, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais à ce qu'on pourrait appeler des esprits frères, hein, des esprits sœurs, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont en commun avec moi d'accepter le principe suivant: notre liberté est rabotée de plus en plus. Ce que tu as dit sur les technologies, etc., ou sur les bouleversements climatiques est vrai, mais il faut bien comprendre que ce livre a une espèce d'axe principal qui se décline sur 71 chapitres différents et qui est les aventures de la liberté privée aujourd'hui. Donc ce livre s'adresse à tous les gens qui sont sensibles à la maintenance et à la défense de la liberté individuelle. C'est aussi un livre qui considère qu'il n'y a pas de liberté collective. Il y a des conditions éventuelles favorables, plus ou moins favorables, à l'exercice de sa liberté personnelle, hein, mais il n'y a pas de possibilité de rendre libres les gens indépendamment de leur volonté personnelle d'exercer librement leur esprit, parce qu'en fin de compte, c'est toujours d'être libre
jouer sa vie sur des projets, c'est-à-dire sur un univers mental, sur des projets de création, sur des rapports à l'amour, oui. au voyage, à autrui. Hein. C'est un projet de vie. Hein. La liberté, c'est pas un sujet parmi d'autres. C'est l'axe même de notre capacité de faire quelque chose de significatif, de nécessaire, de sensible et peut-être d'heureux sur cette planète. Très bien. Au fond, pourrait-on dire également, ou en d'autres termes plutôt, qu'il s'agit en fait d'une sorte d'acte de résistance face à une aliénation générale qui touche l'ensemble de l'humanité, finalement, au sens littéral du terme, c'est-à-dire aliénation, ce qui nous rend étrangers à nous-mêmes. Et qu'au fond, un de tes objectifs, et peut-être l'objectif majeur de ton essai, c'est de nous permettre de retrouver en nous-mêmes, modestement, entendons-nous bien, ce qu'il y a d'essentiel et sur lesquels, d'ailleurs, tu vas revenir, parce que la notion d'amour, la poésie, par exemple, sont très importants à tes yeux. C'est vrai, mais au fond, je partage cette façon que tu as d'introduire le livre, mais il faut bien comprendre, me semble-t-il, pour le lecteur qui par définition oui. ne le connaît pas encore, 3 choses de base. La première, c'est que ce n'est pas un livre de philosophie, c'est ce qu'on pourrait appeler, et ce n'est pas très modeste de ma part de dire, un livre de moraliste. Ce qui compte pour moi, c'est le rapport entre le vouloir, l'action et la situation de l'humanité à un moment donné de son existence. Bon. Au fond, le modèle, ce serait plutôt, en allant chercher ces modèles assez hauts, ce serait Montaigne. Seul dans sa bibliothèque, comme moi, seul dans mon île mentale, réorganiser l'ensemble des éléments, et Dieu sait que Montaigne vivait dans une époque troublée, l'ensemble des événements qui peuvent être compris dans une certaine forme de résistance. J'adhère tout à fait à cette forme de résistance. Et la deuxième chose, c'est que les solutions, si le mot solution n'est pas trop fort que je propose, sont toutes des solutions liées à l'expérience pratique de la liberté. Il n'y a pas de volonté, ni même de croyance de ma part, qu'il existe une liberté philosophique. L'idée qu'on puisse être libre dans ces chaînes, à mon avis, c'est une boutade de philosophes heureux. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Il faut donc organiser sa liberté pratique. C'est pour ça qu'à côté, il y a 71 chapitres, je vous l'ai dit, à côté, vous, c'est le public, mais toi, cher ami, je te tutoie, à côté de certains aspects d'analyse de la société, le règne des machines, la réduction de l'espace de liberté, la contestation du droit de la propriété, la réduction même, par exemple, de l'argent liquide qui a une signification qui n'est pas pratico-technique, mais qui est politique, selon moi. À travers toute une série de situations comme ça, j'essaye peu à peu de montrer, à travers mon expérience, parfois en ratissant large sur les possibilités, parfois en fournissant une réponse immédiate et pointue, de dire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour être libre, pour être plus libre, et pour résister à cet énorme dispositif que j'appelle, disons, la société-providence. On parle parfois d'État-providence, mais c'est toute la société mondiale qui devient une société-providence qui dit, au fond, vous, individus, lâchez prise et laissez-nous faire. Et ce « on », celui qui dit ça, ce n'est personne, ce n'est pas un maître caché derrière des machines, quoique Silicon Valley, par certains côtés, il fait penser un peu. C'est l'ensemble des pouvoirs, aussi bien politiques que des grandes sociétés de ça, qui vont dans le même sens, transformer les gens en consommateurs, réduire leurs moyens effectifs et efficaces de liberté personnelle. Parce que comment échapper à la surveillance? Un jour, nous aurons des puces greffées dans le corps, mais en attendant, déjà, nos téléphones, nos abonnements, nos cartes d'identité nous désignent le filigrane de nos déplacements. Nous sommes déjà visibles et exploitables à l'œil nu, en quelque sorte, à l'œil nu des machines, si on veut. Donc, comment résister aussi à l'énorme appauvrissement qui est exercé sur les individus, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau financier, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Il y a une volonté de déposséder peu à peu les gens du fruit de leur effort, de cette espèce de liberté qu'ils peuvent acquérir aussi en travaillant. C'est ça. Parce qu'une vie classe moyenne aujourd'hui
c'est une vie, au fond, où personne ne meurt de faim. C'est encore une vie oui. idéale, parce que beaucoup de gens meurent de faim, mais bon. Mais où personne n'a les moyens de dire, à 30 ans, à 35 ans, j'arrête le jeu, je me débrouille de mon côté, je règle mes affaires, je choisis mes écoles, ma formation, mes déplacements, etc. Peu à peu, ça devient impossible aussi pour les questions financières. C'est pour ça qu'on trouvera, à côté d'analyses sur le règne du faux, ou sur le trucage des apparences, ou sur la façon dont l'amour est commercialisé, et comme le tout commerce envahit le monde, hein, à travers des éléments qui ont une dimension de moraliste, il y a des aspects très concrets, hein, sur comment ranger un appartement de façon à ce que les objets répondent aux commandes au lieu de vous échapper, comment trouver de l'argent sans travailler, et ainsi de suite. Et j'essaie de ne jamais... il y a une expression vulgaire qui est se présenter, parler plus haut que son cul. Hein. J'essaie de ne jamais parler plus haut que mon savoir, que mon expérience, que mes moyens véritables. J'essaie toujours de dire des choses que je crois possibles, non pas parce que j'y ai pensé de manière analytique, mais parce que je les ai faites. J'explique par exemple, puisque certains aspects semi-biographiques se mêlent aux analyses, aux raisonnements, aux descriptions, qu'à 28 ans, j'ai arrêté de travailler. Hein, ou plus exactement, j'ai arrêté de travailler comme salarié. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque par la suite, j'ai donné cours en fac, et je donne encore, donc... mais c'était beaucoup plus en tourisme. J'étais pas fonctionnaire, etc. Non. Mais à 28 ans, je me suis dit, je ne veux plus partir à 7 h du matin et rentrer à 7 h du soir, et être en des bureaux, être dans un système hiérarchique. Et ça supposait, quand j'ai décidé ça supposait de trouver une solution qui n'existait pas, parce que personne n'allait la trouver pour moi. Donc je m'amuse à expliquer quelles ont été mes premières pratiques, comment je suis arrivé peu à peu à acquérir une certaine autonomie matérielle et morale, du coup, en n'ayant ni héritage, ni dotation, ni mécénat autour de moi. Et ça implique évidemment un effet de surprise pour le lecteur, puisque d'une page à l'autre, on passe d'un aspect philosophique à un aspect où on explique qu'il y a moyen, avec des trackers, d'arriver à une certaine autonomie matérielle, sans jouer en bourse pour autant, et ainsi de suite. Donc, il y a un truc, c'est le deuxième aspect, mais qui débouche au troisième, c'est que c'est un ouvrage littéraire, c'est pas un ouvrage mode d'emploi ni un ouvrage philosophique, c'est un ouvrage littéraire. Et qu'est-ce qui est propre à la littérature, pas seulement, c'est que tous les objets du monde, toutes les réalités sont traitées sur le même plan. En littérature, on peut dire que la mer, la mort et un verre de vin à une terrasse sont des objets au même titre, en peinture aussi d'ailleurs. Oui. Et ben, dans ce livre, d'une page à l'autre, on parle de comment avoir son autonomie financière ou comment retrouver une dimension poétique de la vie, exactement sur le même plan, parce que c'est sur le même plan, parce que c'est le même esprit. Et en cela, tu te distingues un petit peu du moraliste que tu évoquais tout à l'heure, parce que chez les moralistes, il y a quand même une hiérarchie. C'est vrai. Dans les valeurs. Donc, chez Montaigne, moins. Montaigne moins, mais quand même. Parle de nourriture. Je suis bien d'accord. Parle de nourriture, parle d'une chute de cheval, parle de sa famille, de ses enfants, de son père, des livres qu'il ne retrouve plus, etc. Donc il y a quelque chose... Je ne me compare pas à Montaigne, une chose n'est pas l'autre, mais il y a quelque chose qui me paraît juste chez Montaigne et que j'essaie, parce que je suis écrivain et pas philosophe, que j'essaie de retrouver dans ma livre, dans ce livre, c'est d'écrire les réalités du monde en les mettant, je dirais, esthétiquement, narrativement et intellectuellement sur le même plan, alors que forcément, la vie les hiérarchise. Et nous-mêmes avons des hiérarchies. C'est pas la même chose pour nous de faire la vaisselle ou de réviser une leçon d'anglais avec un de ses enfants ou d'écrire un poème ou de réparer un pneu de voiture. C'est pas la même chose. Mais dans une certaine mesure, c'est le même esprit, le même corps, les mêmes mains, la même temporalité qui les assure. Et ce livre fait la même chose. Il circule dans le concret, dans le général, dans l'histoire, dans la géographie, dans le présent, dans le passé, comme si tout était sur le même plan. Et d'une certaine manière, tout est sur le même plan, parce que nous avons cet instrument merveilleux qui distingue, et qui distinguera toujours, à mon avis, l'être humain des animaux, si évolués soient-ils, c'est
le sens et la gestion du temps à travers l'organisation de mémoire. Et c'est un sujet secondaire qui coule dans le livre, et tu l'auras remarqué aussi, oui, quand j'explique ce que c'est une bibliothèque mentale, parce qu'on circule dans une espèce de palais de la mémoire, où 40 ans dans le passé, ou 2 jours dans le passé récent, ou pourquoi pas 3 jours dans la prévision de l'avenir, ont quelque chose de semblable, même si biologiquement ou géologiquement c'est pas tout à fait la même chose. La mémoire unifie, et unifie pas seulement l'ensemble du passé, mais déjà un peu les perspectives du futur. Ce qui est fascinant, et ce qui crée le sentiment jubilatoire qu'il peut y avoir, c'est à ça que tu fais allusion, alors que la conception du monde qui ressort de ce livre est pessimiste. La façon de réagir et d'organiser des solutions privées a quelque chose, comment dire, une sorte d'ébriété créatrice qui fait que ce livre, à mon avis, peut être aussi assez tonique. Très bien. Je voulais, en t'entendant, te poser une question, même si mon souci n'est pas de te mettre dans un tiroir, puisque justement c'est le genre de choses que tu dénonces dans ton essai, et tu dis d'ailleurs, page 20, que le nominalisme a toujours été le principal mode d'intégration sociale, mais quelque part, est-ce que l'on ne pourrait pas dire, de la même manière que pour la première moitié du XIXe siècle, on parlait de socialiste utopiste, est-ce que l'on ne pourrait pas dire que tu es un libéral utopiste? Si, moi je crois qu'il y a quelque chose de plus simple encore, bien que libéral utopiste me paraît une piste extrêmement mais que je n'écarte pas. Voilà, oui. C'est un peu une provocation, mais voilà. Je vais adopter, parce qu'elle est trop bien. Mais j'aurais tendance à dire que, et c'est pas par hasard que le livre s'appelle en sous-titre Petit traité de vie privée, c'était un titre faussement modeste. Je crois beaucoup, il me semble que je crois beaucoup à l'individu. Il me semble même si c'est un terme qui est devenu presque un peu passéiste, que je suis individualiste. Et un individualiste, c'est pas quelqu'un qui en fait qu'à sa tête. C'est quelqu'un qui croit que dans la sphère privée, l'individu sait mieux ce qui lui convient que la société, que le pouvoir. Moi, je ne prétends absolument pas qu'il faut me demander et que je peux répondre à tout, et que je règle les questions de la société. Je dis simplement, pour des choses aussi simples et aussi immédiates que le choix d'une école pour ses enfants, le choix des études quand ils ne sont pas encore assez grands pour faire le choix eux-mêmes, ou la façon de se débrouiller matériellement, financièrement, le choix de son lieu de vie, sa façon de se déplacer, ses amours, etc., que les gens concernés savent mieux ce qu'il faut que les administrations, que les bureaucraties. C'est présenté comme ça a l'air presque modeste, presque d'une tautologie, presque d'une lapalissade. Mais en fait, peu à peu, cette idée si simple est tenue en échec par d'autres formes d'utopie, qui sont des utopies, je dirais, contraignantes, des utopies collectivistes. Je n'ai pas dit collective, je dis collectiviste. Je vais donc t'interroger à ce sujet, justement. Et donc, à ce niveau-là, cet individualisme, il ne s'inscrit pas, me semble-t-il, dans une perspective spécialement libérale, mais libéral utopiste, on peut l'aborder large. Il me semble qu'il s'inscrit plutôt dans la volonté que la sphère privée ne lâche pas ce que la sphère privée fait mieux que la sphère publique. Et je parle donc d'individus, je ne parle pas de l'opposition entre les entreprises et l'État. Je parle de l'opposition entre le collectif et l'individuel. Très bien. Je voulais maintenant mettre en tension, parce que je crois que c'est en liaison immédiate avec ce que tu viens de dire maintenant, comment tu mets un petit peu en opposition l'État-providence, enfin ce que tu dis sur l'État-providence... Plutôt la société-providence, puisque je ne crois pas que ce soit le fait d'un État en particulier. Tu utilises les deux termes d'ailleurs, mais j'aimerais bien que tu réagisses. Je vais lire 3 extraits, d'abord liés, comment dirais-je, qui pourraient laisser percevoir que tu as une vision idéologique très, très claire, que l'on peut mettre dans un tiroir, justement. Et puis alors, un peu plus loin,
dans le livre, là tu viens avec quelque chose qui pourrait déstabiliser l'image qu'on aurait eue de toi en lisant le début du livre. Donc je lis d'abord... C'est parce que j'essaie d'être libre comme Robinson. Très très bien, très très bien. Mais donc je vais lire ces passages. D'abord, donc, page 11, tu dis ceci, tu écris plutôt ceci. Évidemment, il y a certains compléments, certains mots que je ne cite pas pour... je synthétise parfois certaines phrases. Hein. Tu écris ceci. C'est l'État-providence ou l'entreprise-providence qu'on fait avancer comme un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur, c'est bien ça. Déjà, là, on peut se poser des questions, en tout cas pour ceux qui auraient eux-mêmes une vision, je dirais, politique très claire de la société. Je vais lire les suivants et puis tu réagiras à l'ensemble. Page 14. La seule raison d'être du collectivisme moderne est de rendre le bonheur impossible. Page 34. La situation actuelle, où l'effort le plus soutenu des États pour instaurer une société-providence est combattu par de vieilles habitudes et de vieilles lois. Et enfin, alors ce qui peut, du coup, après avoir lu ces extraits, peut-être faire réagir ou déstabiliser, puisque c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, un tel lecteur, tu dis, alors là c'est beaucoup plus loin, je ne sais plus, j'ai pas noté la page justement, cette fois-là, tu écris ceci, j'ai gardé un bon souvenir du communisme, oh, je l'ai pratiqué à l'échelle locale, mais tout m'y plaisait infiniment. Alors, évidemment, moi, je comprends ce que tu veux dire et qu'il n'y a peut-être pas d'opposition entre ce que tu écrivais avant et après. Si tout était dans le même texte, évidemment, on pourrait dire qu'il y a une opposition. Une contradiction. Comme chacune de ces phrases est pris une phrase issue d'une logique au moins du chapitre. Évidemment, on sait à quel moment la phrase appuie sur comme un médecin. Elle vient chaque fois dans une démonstration. Tout à fait. Est-ce que vous avez mal ici? Il y a d'autres moments. S'agissant du communisme... D'ailleurs, la dernière que j'ai lue, j'ai gardé un bon souvenir communiste, sauf erreur de ta part, c'est au début d'un chapitre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est au début d'un chapitre. Les autres sont à des endroits tous ces chapitres dont il faut dire qu'ils sont relativement courts, ils font entre 3 et 6 pages, hein, sont conçus aussi pour avoir, même si l'ordre est très important et définit une espèce de mouvement du commencement à la fin, pour avoir une autonomie. Ils peuvent être lus dans le désordre une fois qu'on a compris le système. Donc l'attaque, la chute, les formules sont significatives. Mais pour revenir à je garde un bon souvenir du communisme, il faut comprendre ce que je veux dire. C'est ce qui pose problème dans les sociétés-providence, c'est qu'elles croient mieux savoir que les personnes concernées ce qui leur convient, même dans ce qui a toujours été jusqu'ici le ressort de la sphère privée, la famille, les enfants, les amours, la culture et la propriété privée. Bon. Cela admis, il est évident que moi, la possession matérielle m'est totalement différente. Un des courants qui traverse le livre, c'est plutôt aussi la simplification de la vie simple, une certaine façon de se détacher des choses matérielles pour pouvoir se consacrer à ce que j'appelle l'ordre intellectuel des choses. Si on pouvait avoir toutes choses nécessaires à notre disposition, sans que techniquement elles nous appartiennent comme dans une société où la propriété privée règne, mais que par ailleurs toutes nos libertés non matérielles seraient maintenues, évident que le communisme serait une solution parmi d'autres. Et moi-même, ayant vécu pendant très longtemps, sans argent, sans sécurité sociale, squattant chez des amis ou chez des jeunes femmes parce que je ne savais pas dormir, etc., je sais fort bien ce que c'est de n'avoir rien, d'avoir juste les vêtements qu'on a sur soi, et quand on veut se changer, on va faire tourner une chemise en machine, et pendant ce temps-là, on reste en t-shirt. Donc la possession matérielle m'est totalement différente. Et ça me paraissait d'autant plus important de le dire que j'explique à un moment donné que j'ai acquis mon autonomie aussi avec
ce qu'on pourrait appeler le système de la bourse. Oui, oui. Donc, pour montrer justement que la question n'était pas de s'enrichir, mais de gagner son autonomie, j'ai fait allusion à cet aspect-là. Le problème du communisme, c'est qu'il ne se contente pas de dire les objets matériels ne vous appartiennent pas. Il dit d'une certaine manière votre vie ne vous appartient pas. Hein. Il faut soumettre l'individu à la collectivité, il faut soumettre le présent à l'avenir purement utopique au mauvais sens du terme, il faut soumettre la liberté de penser aux besoins de l'État ou du parti, etc. Donc ça, c'est le premier problème qui en fait une chose peu désirable selon moi, et d'ailleurs qui n'a jamais vraiment fonctionné. Mais l'autre chose, évidemment, c'est que on assiste à, sous un nom ou sous un autre, à une mise en place d'un collectivisme total, d'un collectivisme planétaire. Et la troisième chose, c'est que les gens, parce que le collectivisme, c'est pas une administration sans personne derrière. Le collectivisme, il vient toujours à un moment, comme la bureaucratie, où il y a des gens véritables. Hein. Si on parle de la bureaucratie fiscale, par exemple, il y a toujours un moment où on aura devant soi quelqu'un qui s'appelle Joseph Van Pieperbeek et qui a 48 ans et qui a une chemise pas très propre et qui ne comprend pas très bien quel métier on exerce et pourquoi on a mis ça comme frais principe. Donc il y a toujours des gens. Or, il suffit d'avoir vu le personnel politique d'une époque donnée, hein, d'avoir vu le personnel administratif de certaines circonstances données, je ne parle plus de l'administration fiscale, bon, que je connais mal d'ailleurs, n'ayant jamais eu grand-chose à déclarer, pour se rendre compte qu'il est impossible qu'ils fassent mieux le travail que les individus ou que les associations d'individus libres, qu'on appelle un couple, une famille, etc. Il était impossible. Hein. Même si on acceptait par idéologie de se déposséder de notre liberté au profit d'une machine collective, se serait concrètement abdiquer de sa liberté au profit de gens dont on peut dire que, collectivement parlant, ils sont des incapables. Je ne dis pas qu'individuellement, il n'y a pas des gens bien, mais collectivement, c'est plutôt, dès qu'on assiste à une réunion politique, on se rend compte qu'on assiste à une réunion où la plupart des gens, on n'en voudrait pas comme amis parce que leur esprit n'est pas assez vif pour qu'on puisse parler avec eux. C'est à ces gens-là, sous le nom de gouvernement ou de parlement ou de commission européenne, qu'on serait prêt à céder notre droit de choisir notre vie, notre argent, notre liberté, nos amours, nos lectures, nos écoles. Non. Donc c'est sur base de faits, c'est pas un préjugé. Hein. Philosophiquement, je serais assez à l'aise dans la non-possession de rien. Hein. C'est sur le fait, c'est un post-jugé. Hein. Ma méfiance à l'égard d'une société providence ou société collectiviste globale, planétaire, qui est en train de se mettre en place et que nous acceptons qu'elle se mette en place, tient au fait que ça ne marchera pas et que nous saisirons une corde qui nous est tendue par des gens qui ne tiennent pas la corde de l'autre côté. Donc c'est ça Et il y a autre chose aussi, puisque je vous ai dit tout est dans tout et les aspects philosophiques ou réflexifs sont aussi mêlés à des aspects matériels, alimentaires, éloge de la marche à pied, éloge d'un certain type d'hôtel, éloge du café, etc. Bon, il y a aussi le fait que j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une coupure entre, par exemple, un des rôles du citoyen qui est de payer ses impôts, hein, il est là aussi pour ça. Hein. Pendant très longtemps, le pacte, même s'il était parfois transgressé, c'était on paie les impôts pour que l'État puisse exercer ses fonctions régaliennes, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait une armée, pour qu'il y ait une monnaie, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des hôpitaux, etc. Mais je constate depuis un certain temps, hein, parce que mon époque de référence, le premier moment d'adulte que je situe suffisamment pour voir comment ça se passait alors, comment ça se voit aujourd'hui, c'est plutôt les années 80, je constate que peu à peu, les impôts servent surtout à d'autres choses que ces fonctions régaliennes, à faire tourner des grandes administrations dont les intérêts ne sont pas évidents, hein, qui n'assurent aucune fonction régalienne, mais qui par contre assurent volontairement une fonction autre, pour laquelle personne ne les a mandatés, qui est de changer la société. Je pense qu'on paie des impôts pour changer la société, pour permettre
de détruire la langue, de supprimer la mémoire, de nous éloigner du rapport au passé, de nous déposséder de nos traditions, de notre culture, et de notre liberté pratique, hein, et pour avoir une société qui n'ait le désir de personne, sauf peut-être éventuellement de grandes entreprises commerciales, et de voir une société qui serait moins bien qu'avant. La question du progrès est directement liée à ça. Le progrès n'est pas une évidence hegelienne où forcément, parce qu'on avance, parce que l'histoire avance, les choses progressent. Hein. Si progrès veut dire amélioration. Oui. Il y a des zigzags, hein, des dents de scie, et pour le moment, il me semble que nous descendons dans un dent de scie. Alors, dans un des trous, un des creux entre les deux pointes de la scie. Et ça se passe dans un moment où les pouvoirs, les sociétés, les phénomènes collectifs disposent de moyens qu'aucune société, aucun pouvoir, aucune communauté, aucun gouvernement n'a jamais eu auparavant. Où les drones tournent autour de nos têtes, où nos téléphones, nos ordinateurs nous dénoncent, où nous ne pouvons plus acheter un ordinateur sans qu'il y ait un œilleton qui est parfaitement capable, même quand on a coupé l'ordinateur, d'enregistrer et ainsi de suite. Hein. Et pendant ce temps-là, on nous dit c'est bien, on avance, on désorganise, on refait notre société. Et cette société, elle rend caduque 1984, qui est presque une utopie heureuse, en tout cas rustique, oui, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Bon. Voilà, donc c'est par rapport à l'ensemble de ces choses que moi qui suis un homo apoliticus, quelqu'un qui considère que la politique c'est le nom qu'on donne au malheur des gens, hein, enfin la volonté pour les gens de créer du malheur autour d'eux, je suis dans une attitude au moins politique en ceci, que cette société-providence, hein, et cette façon de demander de payer pour un changement de vie qui n'appartient à personne et que ne désire réellement personne, hein, pose problème. Et ce livre est donc un maquis. Plutôt qu'une résistance, un maquis. L'île de Robinson, hein, qui est citée ici comme métaphore, c'est le maquis où on réorganise son rapport aux autres et son rapport à soi-même pour retrouver une part d'autonomie. Merci. Tu as dit beaucoup de choses et ça permet d'ailleurs de poursuivre notre entretien dans des voies diverses. Même si tout est lié, bien entendu. Voilà. Une question, parce que c'est lié directement à ce que tu viens de dire aussi, c'est celle du salariat. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que, voilà, enfin, tu as dit plein de choses qui sont liées à la notion de salariat, au problème comment dirais-je, des moyens dont on a besoin pour vivre, qu'à une certaine époque de ta vie, ben voilà, et puis bon, voilà. Tu nous as expliqué tout ça. Page 81, tu écris « Le salariat est d'abord un statut ». Et un peu plus loin, le plus fréquent, ou le plus fréquemment, c'est le salariat de la hiérarchie et de la docilité. Donc c'est-à-dire que la notion de salariat telle que tu la développes, en tout cas à propos de laquelle tu insistes sur un point qui te semble particulièrement important, puisque tu dis le plus fréquemment, c'est pas tellement l'aspect économique ici, même si évidemment l'économie est la rétribution, tu parles de hiérarchie et docilité. Donc quelque part c'est une rétribution pour la fermer, si je puis dire. Non, pour être dans le rang. C'est pas pour la fermer, je crois pas. Ça. Parce que quand tu parles de docilité, je sais que étymologiquement, docilité, ça veut dire être un bon élève, hein, puisque ça vient de docere. Mais et voilà, donc ça veut dire une sorte de mouton, quoi. C'est pas tout à fait ça. Il y a plusieurs choses. Bon. Voilà. D'abord, je dis, parce que quand on retire les oui, je dis, il n'y a pas moyen de faire autrement. Je dis que si, comme écrivain, j'étais salarié, je n'y verrais évidemment pas d'inconvénient. Que comme enseignant, comme prof chargé de cours dans des facs, j'ai reçu des bouts de salaire, hein, ou des salaires ou des salaires complets. Donc c'est pas le salariat comme mode de rétribution qui pose problème, c'est le salariat comme occupation obligatoire et circonscrit à un lieu du temps.
Alors, il y a deux choses. D'abord, être dans un bureau, parce que c'est le premier aspect, ce qui est le cas d'une manière ou d'une autre, ou dans une usine, mais il y a de moins en moins d'usines, de plus en plus de bureaux, hein, pendant 8 heures, qui en réalité, avec le temps de pause, etc., fait 10 heures, qui en réalité, ou 9 heures, qui en réalité, avec les déplacements, en fait 11. Hein. Et je raconte, comme une sorte de petit apophthegme, comme ça, comme petite fable, qu'un jour, en revenant à l'époque, j'avais 28 ans, où je revenais d'un travail que j'exerçais comme employé administratif en province, dans un cabinet d'architecte, je me suis rendu compte qu'en divisant, en prenant l'argent que je gagnais, qui était un salaire plus que correct, en retirant mes frais d'abonnement, les frais de repas à midi, les costumes, les cagnottes, etc., et en prenant ce qui restait, et les impôts, et en prenant ce qui restait, et en le divisant par les 12 heures que ça me prenait entre moments, il me restait 3,40 €. C'était pas encore des euros à l'époque, mais il me restait 3,40 €. Et je me suis dit, ce jour-là, je me vois encore dans le train, pour la petite histoire, je revenais, c'était sur la ligne à hauteur de Jean Blou, je revenais près de Namur, vers Bruxelles, je me revois encore me dire, pour 3,40 €, il n'est pas question que je continue à sacrifier mon temps. Et donc, je me suis, ce jour-là, considéré comme détaché de mon obligation d'emploi. Je suis parti sans donner de préavis ni rien du tout. Je suis parti, point, c'est tout. Point. Mais bien entendu, quand je donnais cours à la Sorbonne, j'étais salarié aussi. Mais c'est pas la même chose. Prof de fac, on entre, personne ne vous voit, on entre, on retrouve sa classe, parfois on la cherche parce que le local a été changé, on donne 2 heures de cours, on parle avec les étudiants, on corrige leurs travaux, et puis on rentre, ni vu ni connu. Il y a pas. L'autre chose du salariat de bureau, c'est aussi les collègues. Chacun s'organise comme il veut, et moi, je n'ai pas l'esprit patient, et me retrouver tous les jours avec les mêmes têtes qui parlent du foot, de la gauche, de la droite, c'est pas mon genre. Et de plus en plus sur une plateforme, parce qu'on parle de bureau, c'est même plus des bureaux. Je dis même le nom réel de l'open space, c'est Love Story. Oui, c'est ça. Il y a encore des portes aux toilettes, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là. Et là, il y a une troisième chose. La première, c'est être le rapport qualité-prix n'est pas excellent. Deux, on est coincé toute la journée et avec des collègues qui parfois ne sont pas ceux qu'on aurait choisis librement dans la vie courante. Et le troisième, c'est que être coincé 8 heures par jour ou 9 heures par jour dans un bureau, et davantage en comptant le temps de déplacement, tout ça, c'est faire du mauvais travail. Il y a beaucoup de choses à dire en faveur du salariat, ne fût-ce que la sécurité de l'emploi si elle existe, mais par rapport à quelqu'un qui, comme moi, se considère comme un outsider. Mais c'est clair aussi que si je devais travailler à mes livres comme on travaille dans un bureau, je mettrais 4 ans pour en écrire un, parce que sur 8 heures de temps, le temps passé, je ne parle pas le temps passé aux toilettes ou à fumer des clopes en bas, ou à être à la machine à café. Ça, je n'en parle pas, c'est humain, mais le temps de travail faux, fallacieux, perdu, le temps perdu en réunion où on ne décide rien, etc., qui coupe 2 fois par jour, le temps passé au téléphone, expliquer à des gens qui ne comprennent rien, à répondre à des mails qui n'étaient envoyés que par politesse ou pour des raisons hiérarchiques, etc., fait que les 8 heures, moins la pause café, les cigarettes, etc., moins les réunions inutiles, les mails inutiles, les coups de téléphone inutiles, ça fait, au fond, qu'on passe 13 heures, 12 heures de temps professionnel pour 2 heures de temps efficace. Dans le meilleur des cas. Alors que si, comme écrivain, si je commence à travailler à 9 heures du matin et que j'arrête à midi, ces 3 heures ont représenté effectivement 180 minutes. Je n'ai pas compté dedans le temps à répondre à mon courrier ou à aller à des réunions. Ça, je considère que c'est une interruption de travail, pas du travail. Dans le salariat, c'est considéré comme du travail. Et selon moi, 9 fois sur 10, même 99 fois sur 100, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que les sociétés sont fortement hiérarchisées selon un modèle à l'américaine, un modèle féodal. Senior manager, c'est à peu près l'équivalent de senior suzerain, si on traduit en langage hier, en langage d'aujourd'hui. Tout ça par rapport à une idée de la division du travail qui est en partie imaginaire. C'est ça. Donc en fait,
puisque c'est un mot, ou en tout cas une idée qui est revenue à plusieurs reprises dans ton développement, maintenant, on va dire le plus fréquemment, c'est le scénario de la hiérarchie de la docilité, donc de l'inefficacité. Donc d'une efficacité, donc du temps perdu, donc, enfin d'une efficacité voilà. relative. Je ne dis oui, pas oui, relative, non, on a bien compris. Proportionnellement aux 11 heures ou aux 12 heures que pour beaucoup de gens que j'ai connus, entre le moment où ils quittaient chez eux et ils revenaient, c'est ça. Heures, proportionnellement aux 12 heures, le temps réellement de travail produit, à supposer que ce soit un travail administratif ou commercial, proportionnellement est dérisoire. C'est un cinquième ou un sixième à tout casser. Donc c'est une très mauvaise division du temps pour s'ennuyer et pour être finalement payé peu. Parce que il y a effectivement des hauts salaires, mais des salaires considérés comme confortables. Si on retire cette inutilité, si on retire cette soumission, si on retire aussi les frais, les impôts, la course à l'échalote que ça représente, c'est toujours d'une certaine manière un système de nivellement. Le problème du salariat, en dernier lieu, ce n'est pas seulement l'inefficacité, c'est le temps perdu, c'est le nivellement des conduites, des règles, des systèmes, etc. On est dans une nouvelle scolastique, quoi. On agit pour alimenter le système plus que pour produire des résultats concrets et identifiables comme représentant en plus. Alors pour abonder, puisqu'au fond je procède un petit peu par rebondissement ici. C'est le côté opération kangourou. Voilà, tout à fait. Page 37, tu écris « Il y a désormais un extérieur radical au domaine de l'esprit, la société ». Oui. Et page 56, donc voilà, près de 20 pages plus loin, tu écris « La perte des points de repère, qui découle d'une surévaluation de l'immédiateté et de l'universel favorise l'ignorance et le nivellement. » Parce que tu as évoqué tout ça, donc c'est un puzzle que... L'universel, c'est très bien si c'est une idée métaphysique. J'ai écrit un poème, mais je m'adresse à l'universalité. C'est ça, oui. C'est à peu près ce que Chateaubriand disait à propos de Saint-Simon, il écrit à la diable pour l'éternité. Mais en réalité, de plus en plus, on demande que l'universel soit un universel concret. C'est-à-dire que quelque chose, qu'un objet, soit utilisable sans apprentissage, par n'importe lequel, potentiellement, c'est pas si simple que ça, par potentiellement n'importe lequel des à peu près 8 milliards d'habitants. Donc c'est un universel plus réel que l'universel métaphysique, mais un universel de pacotille, qui donne des choses comme dans le meilleur des cas, et le meilleur des cas était épouvantable, je sais pas, l'Eurovision de la chanson, où pour concourir, il faut déjà avoir une chanson qui est une merde, et en plus, des gens parviennent à distinguer entre plusieurs niveaux de médiocrité, celle dont ils disent que c'est la meilleure, et qui semble tout d'un coup faire l'universalité, ou en tout cas l'unanimité, et qui sont tellement nuls qu'on a peine à croire que c'est la même espèce qui a produit les quatuors de Beethoven, et ça, on a l'impression que c'est une espèce perdue. Or, cette espèce perdue, c'est la nôtre, mais c'est la nôtre de manière croissante. La perte de référence fait qu'il y a toujours eu des chansons idiotes, mais maintenant, ces chansons idiotes sont données comme des œuvres. Donc, peu à peu, il y a ça. Et je crois aussi que c'est la première fois, on voit ça très bien en France, qui est quand même plutôt le pays de référence dans lequel mon imaginaire se situe, même si pour le moment, nous parlons à Bruxelles. C'est la première fois que l'ensemble des personnes qui ont le pouvoir à des titres divers, ou l'ensemble, la quasi-totalité, sont des gens qui, selon les critères qui avaient encore cours il y a 30 ans, sont incultes.
sont incultes, qui ne reconnaîtraient pas un morceau du XVIe siècle, un morceau de musique du XVIe siècle, d'un morceau de musique du XVIIIe siècle, simplement parce que ce n'est pas les mêmes instruments, les mêmes rythmes, les mêmes enchaînements, qui n'ont jamais lu Proust, qui ne savent pas ce que c'est réellement l'essence d'un bâtiment gothique, enfin on a vu ça récemment avec l'incendie, qui sur tous les points appartenant non pas à la culture pointue, à la culture spécialisée, mais à la culture générale, sont d'une ignorance qui fait qu'on serait, comme enseignant, obligé de la recaler si, par hasard, il passe un examen chez nous. Quoi. Moi, je me souviens, mais il y a des exceptions. Pour parler de choses même. Mais c'est stupéfiant de voir le niveau d'ignorance de toutes les choses, et ne parlons pas de ces ministres de l'économie qui ne seraient pas capables de régler une règle de 3, qui ne comprennent pas ce que c'est l'économie, qui ne savent pas que quand une banque prête de l'argent, elle crée cet argent, qu'elle ne le prend pas dans des billets dans un coffre ou sur un compte numérisé, mais qu'elle crée une unité de valeur correspondant au montant du prêt, et qu'elle établit une comptabilité passive et active, et que ce n'est pas un argent préexistant. Mais là, plus on prête de l'argent, plus on crée de la masse monétaire. C'est ça, c'est ça. Je suis persuadé que nos ministres de l'économie, ici en France ou ailleurs, ne le savent pas. C'est ça, c'est ça. Ce qui est stupéfiant. Mais il y a même des choses beaucoup plus élémentaires que celles que tu développes ici, qui sont évidemment indispensables par rapport à la fonction, aux fonctions que tu évoques, et qui nécessitent évidemment des compétences spécifiques pour être, comment dirais-je, d'application et efficaces par rapport aux sociétés qui doivent être gérées. Mais je me souviens, mais il y a de ça maintenant quelques années quand même, pour quelque chose, bon, moi je suis historien, donc la chronologie c'est un des éléments, c'est évidemment l'histoire c'est bien autre chose que la chronologie, on est bien d'accord, mais je me souviens, et tu t'en souviens peut-être aussi, c'était lors de la fête nationale, je crois qu'il descendait de notre cathédrale, Saint-Michel-et-Gudule à Bruxelles, et on avait interrogé successivement le Premier ministre, le ministre-président de la communauté française, et encore un autre ministre, je ne sais plus lequel, mais qui avait une fonction très importante, et on leur avait tout simplement demandé, les journalistes, à quoi renvoyer le 21 juillet. Il n'y en avait pas un qui était capable de le dire. Évidemment, c'est purement factuel, c'est beaucoup moins important que l'essence du gothique, que toutes les choses dont tu as parlé, mais c'est quand même fou d'arriver à ce poste-là de l'État et de vivre un événement, puisqu'on était le 21 juillet. Sans savoir quel était le cadre différent. Ce qui est plus inquiétant, ce n'est même pas qu'il ne l'ait pas su de toute qualité. C'est qu'il ne se soit pas dit, tiens, au fond, machin, en s'adressant à un de leurs collaborateurs, trouvez-moi ce qui s'est passé le 21 juillet, parce que je ne le sais pas, et je voudrais bien savoir. Donc, et si je dois aller partir, envoyez-le moi par texto. C'est ça. Au moins, ça préjugerait d'une sorte de curiosité et d'agilité minimale. Voilà, c'est ça. Mais enfin, je trouvais ça, alors que c'est évidemment pas essentiel à la vie, mais moi, évidemment, comme prof d'histoire, je dis, mais c'est pas croyable que des gens occupant ce type de poste n'aient pas une culture historique concernant l'histoire politique d'ailleurs, c'est même pas d'histoire économique, d'histoire sociale ou d'histoire artistique, une culture élémentaire qui permette de savoir, alors que tout le monde en France sait que le 14 juillet c'est la commémoration de la prise de la Bastille, de voir ces hommes politiques, aucun ne savait que c'était la date de la prestation de serment de Léopold Ier, place Royale, quand il est venant de la Panne. Et ça c'était incroyable. Moi venant de la Panne et aux places Royales, je n'en sais rien. Peu importe aussi, mais il paraît évident que dans une monarchie qui s'est constituée, non pas de toute éternité, mais politiquement au premier tiers du XIXe siècle, que ça ne peut être que la prestation de serment du premier roi. Donc il y avait un raisonnement derrière ça, il y avait un raisonnement, voilà. Parce que quelqu'un peut ne pas savoir, mais dire, à mon avis, c'est ceci. Et se tromper, pas se tromper, mais... Ils ont donné trois réponses complètement différentes, mais qui n'avaient rien à voir. L'un, c'était le début de la Révolution, on n'est pas là pour... non, mais c'était pour abonder dans ce que tu disais. Mais il faut voir aussi comment le personnel politique, je parle de ceux qui seront un jour... députés, ministres, chefs du gouvernement, etc., comment ils sont recrutés. Je veux dire, c'est quand même plutôt une sorte de système de cooptation déguisé en démocratie, parce que quand les listes sont établies, les gens votent pour une liste A plutôt que pour une liste B, pour une tête de pile plutôt qu'une autre. Mais pour être sur ces listes en bonne place, il faut avoir fait un parcours
de soumission. Hein. Je veux dire, il faut avoir été un militant. Hein. C'est très rare qu'on aille chercher quelqu'un dans la société civile sur ses compétences et qu'on lui dise on te met en tête de liste parce que tu es celui qui peut faire le travail. Ça arrive, mais c'est rarissime. Mais en général, les hommes politiques n'aiment pas ça. Ils se disent quoi? Moi, j'ai dû me taper des réunions, porter des valises d'un sénateur, voilà, etc. voilà. Et voilà un type qui, simplement parce qu'il est bon ingénieur, on lui propose la place de... Donc, et sous prétexte de démocratie, en réalité, on voit que c'est le règne de la cooptation et du parrainage par incompétence croisée. Alors, à propos de l'ignorance maintenant, il y a plusieurs choses évidemment qui sont dites toujours dans ton essai. Alors, page 67, les réseaux sociaux sont les urnes funéraires de la pensée. Page 151 ou 151, la fin de la civilisation des livres et de la vie privée fait partie du programme de l'actuelle révolution culturelle. Nous commençons à nous organiser en vue de cette disparition. Et alors, à contrario, page 176, on a bien compris que c'est pour dénoncer ce phénomène, tu parles de la place qu'occupe la lecture dans ta propre vie et tu évalues, comment dirais-je, tes propres lectures en disant j'ai dû lire 20 000 livres dans ma vie. Et alors là, je me suis posé la question de savoir s'il s'agissait de bibliophagie ou de bibliomanie. Mais donc ce sont deux choses différentes, évidemment, puisque dans un cas, là, tu dis, ben là, il n'y a plus rien, et puis alors toi, on a l'impression que tu es dans une sorte d'indigestion, pas d'indigestion, parce que tu le vis très bien, manifestement, hein, mais donc on a l'impression, au fond, une situation complètement folle, puisqu'il y a effectivement des gens comme toi qui doivent être rares au point d'avoir lu autant de livres, et puis alors d'autres qui sont déjà ailleurs, au-delà, enfin plutôt en deçà, mais au-delà dans la durée. Ouais, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, bien entendu. La phrase « j'ai lu 20 000 livres dans mes... » c'est dans un tout autre chapitre, ça n'a rien à voir avec l'ignorance. Vise à dire, en substance, ça c'est pas très important. Hein. Oui, oui. Je ne suis pas un aussi gros lecteur que ça. Simplement, il y a une époque, je dirais en gros de 12 à 25 ans, oui, où je lisais jamais moins de 5 livres par jour. Jamais moins. Hein. J'ai la chance d'être un lecteur ultra rapide. Oui, oui, oui. Un livre, et un peu moins maintenant parce que mes yeux bougent moins vite. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une question de vivacité oculaire plus que de vivacité cérébrale. Hein. Oui. Donc je pouvais lire entre 4 heures de l'après-midi à 11 heures du soir, je pouvais lire 5 livres et pendant les vacances davantage. Bon. Et par exemple, Proust, la première fois que je l'ai lu en moins d'une semaine. Bon. Je suis un lecteur rapide. C'est-à-dire que sur ces 20 000 livres, et pour te dire la vérité, une première estimation quand j'écrivais ce livre pour essayer de voir, à cette époque, je sais, je partais 2 fois par semaine à la bibliothèque, je revenais avec chaque fois 20 livres parce qu'on pouvait en emprunter 10, mais j'avais aussi la carte de quelqu'un d'autre pour pouvoir emprunter. Et 4 jours après, je la ramenais, j'en prenais 20 autres, ça. Et j'étais arrivé plus près de 30 000. Mais en corrigeant les épreuves, je me suis dit déjà 20 000, ça a l'air d'un chiffre fabuleux. 30 000, ça va commencer à faire extravagant. Donc j'ai réduit à 20 000, mais je pense que c'est peut-être plus. Bon. C'est une autre époque aussi. On a des préhistoires, des histoires. Maintenant, je ne lis plus 8 heures par jour non plus. Hein. Peut-être que je passe plus de temps à écrire. Mais là, on est dans une autre civilisation. Mais c'est une autre civilisation, mais c'est une autre vie aussi. Il faut savoir. C'est pas une autobiographie, mais il faut savoir aussi ce que c'était ma vie en province, avec des parents indifférents, lointains, l'ennui, etc., la Flandre profonde. Tout ça, j'ai trouvé comme Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans la lecture assez tôt. Hein. Je lisais couramment, pas à cette vitesse-là, mais je lisais couramment, mettons un Bob Moran avant 5 ans, avant l'âge de 5 ans. Mais ça, c'est secondaire. Et surtout, je ne me donne pas en modèle. Si je donne ça comme exemple, c'est pour dire que je suis heureux d'appartenir aux deux cultures. Hein. La civilisation des livres et la civilisation, disons, pour faire très court, d'Internet. Oui. Mais
être, appartenir aux deux cultures, c'est un extraordinaire atout pour appartenir à la seconde. Oui, Une des questions qui se pose, c'est quelqu'un qui ne serait élevé qu'à la seconde culture, c'est-à-dire à la culture du jeu, à la culture parce qu'on parle du numérique comme si c'était une façon nouvelle de faire circuler le savoir, mais c'est quand même surtout une façon nouvelle de faire circuler le divertissement. Si vous regardez dans les trains, si tu regardes dans les trains, dans les trams, dans les avions, dans les aéroports, ce que font les gens sur leur téléphone, il ne faut pas croire qu'ils en profitent pour regarder la diffusion d'un cours de Deleuze. Je veux dire, ils détruisent des soucoupes volantes avec des espèces pas tous, mais... Et ça, et là, depuis le jeune âge, parce que les parents mettent les enfants... Où ils regardent des films avec les jeux binaires, où ils sont... Quand je prends le Thalys et que je reviens d'avoir été aux toilettes, ou d'avoir téléphoné sur la plateforme, et que tu passes, je vois ce que les gens ont dans leur truc. Je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des tableaux Excel avec des chiffres. Bon, enfin, mais plus fondamentalement, moi, je ne suis pas passéiste, je ne regrette pas le passé. Oui, sauf que... Je dis juste, ce qui est le plus frappant dans l'évolution entre le passé récent, les années 80, dont je me souviens, et la situation actuelle, c'est la volonté de destruction de la culture comme mémoire. C'est ça, la volonté. Et ce qui est le plus frappant dans notre civilisation, et qui fait qu'on ne peut pas dire rien de nouveau sous le soleil, d'ailleurs je commence comme ça le livre, en disant du nouveau sous le soleil, c'est qu'il n'y a jamais eu de drone au-dessus des têtes, de pouvoir de destruction atomique de la planète tout entière, de brassage généralisé de toutes les populations du monde, de 8 milliards d'habitants, et de puces électroniques et de surveillance généralisée, ou en tout cas de traçage généralisé. Il n'y a jamais eu ça, c'est pas vrai. Tout ce qu'on peut, sauf à avoir un univers, une projection mentale de science-fiction, il n'y a jamais eu ça. On sait que rien ne ressemble à ce que nous vivons actuellement. Rien. La planète ne ressemble pas, dans son état, à tout ce qu'on peut savoir, même en remontant en 10 000 ans dans le temps, sur ce qui s'est passé. Comparé à 1938, la montée du nazisme en Europe, comparé à la chute de l'Empire romain, pour moi, c'est du jeu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments singuliers qu'on peut connecter, mais essentiellement, 8 milliards d'habitants, le traçage généralisé, la vie électronique, l'intelligence artificielle, c'est du neuf de chez neuf. Et donc, c'est dans cette circonstance-là, de cette société mondiale qui devient une société-providence, que se pose la question comment résister, et pas résister politiquement, résister en termes de liberté individuelle. Et tout le livre propose des solutions, et c'est pour ça que la marche à pied, l'usage du café, le choix de ses hôtels, la façon de se procurer de l'argent sans travailler, et sans recourir au crime, bien sûr, et ainsi de suite, sont évoqués à un moment donné dans le livre comme des moyens, au même titre que les choix poétiques, ou les choix mnémotechniques, ou le choix des livres, ou l'usage de la poésie, ou de l'amour, ou de la famille, ou des enfants, etc., sont évoqués comme des instruments de liberté. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît, je sais la parole, c'est à ce moment-là qu'apparaît le thème de l'île de Robinson, qui n'arrive que dans les 50 dernières pages, comme métaphore, mais comme métaphore plus singulière qu'on ne pourrait imaginer. On va y arriver. Maintenant, je te propose de parler de 3 sujets qui sont traités en tant que chapitre. D'ailleurs, celui de la marche, celui de l'amour et celui de la poésie. Donc c'est un peu plus joyeux que ce dont on a parlé jusqu'à présent, qui faisait penser à une sorte, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'univers d'Orwell, mais amplifié. Ouais. Voilà. Et plus sérieux techniquement. Plus sérieux techniquement, puisqu'on n'est plus dans la contre-utopie, mais là on est dans une méga contre-utopie. Alors, je propose de commencer tout d'abord, peut-être pour les crescendo, par la marche, l'amour et la poésie. Évidemment, là je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais comme la poésie a une importance vraiment très importante, enfin particulière chez toi, je vais peut-être terminer par la poésie quand même. Alors, page 123, d'ailleurs tu y consacres un chapitre, rien ne peut remplacer la marche comme fonctionnalité de la vie privée, rien, et c'est le fait d'avoir mis ce rien, voilà,
sur lequel je t'interroge. Bon, il y a la marche, mais il y a rien. La marche, c'est au moins 4 choses. Hein, oui. Je dis les chiffres. Oui, oui. D'une part, c'est l'autonomie de déplacement. Oui. En tant que je marche, dans une ville en tout cas, je ne prends pas ma voiture, je ne prends pas de voiture, je ne dépends pas de transport en commun. Hein. Et dans les villes où j'aime habiter, tout est faisable à pied pour quelqu'un qui a récupéré sa liberté pratique. Donc en filigrane, il y a toujours l'idée de liberté, d'autonomie. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas d'autre sujet. Tu ne trompes pas comment dirais-je, celui qui va acheter ton livre. Hein, c'est le premier mot de ton titre. La deuxième chose, c'est que la marche, dans une certaine mesure, guérit de tout. À vrai dire, ça ne guérit pas de tout, évidemment, je ne crois pas que jamais personne n'a prétendu qu'on guérissait mais pour l'instant, j'ai d'un cancer. Mais je peux dire que aucune, ni l'insomnie, ni la grippe, ni le chagrin d'amour, ni la paresse intestinale, je pourrais varier ça, je ne suis pas entré dans les détails, n'ont jamais résisté chez moi à l'habitude de marcher. Marcher libère, redynamise le corps, lui fait trouver son rythme propre, etc. Et c'est justement parce que marcher n'est pas un sport. Hein. Je ne parle pas de mon rapport critique au sport, mais au fond, marcher c'est un exercice, c'est pas du tout la même chose que le sport. Qui dit sport dit compétition, rivalité, chrono. Hein. La marche, c'est un exercice libre. Bon. En outre, il y a évidemment le fait que marcher, c'est se déplacer, mais c'est se déplacer d'une certaine manière. C'est se déplacer avec le dispositif mental, à mon avis, le plus propice à la réflexion, au travail de l'esprit qu'on puisse imaginer. Quand je pars de chez moi, pour venir chez quelqu'un, par exemple chez toi, ici, je ne regarde pas grand-chose, je l'avoue. Je ne suis pas quelqu'un qui remarque les gens, les façades des maisons, ça, sauf si on me tire sur la manche. Je me donne en général un sujet s'il ne vient pas naturellement. Je me dis par exemple, en gros c'est dans une demi-heure, je vais régler la question de mon prochain chapitre mentalement, ou bien je vais me dire qu'est-ce que je pense réellement du gouvernement italien actuel, pour autant que j'en sache quelque chose, qu'est-ce que j'en sais. Et je me donne un sujet. Et au bout de 3 minutes, je ne sais plus que je marche. Je ne sais plus dans quelle rue je suis, sauf qu'on fonctionne sur pilotage automatique, donc on sait quand même. Hein. Je ne me fais pas écraser, parce que le pilotage automatique... C'est essentiel quand même. Hein. Mais à un moment donné, je ressors de moi, si cette expression n'est pas fausse, et je suis à 20 mètres de mon but, et accessoirement, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans un rythme naturel, je ne me suis pas cravaché, c'est venu tout seul. Je ne connais que la marche pour... produire cet effet-là. Un truc ancien. Le travail heureux. Oui. Non, parce que c'est une caricature que l'on a de Kant, évidemment, à Königsberg, qui, bon... Sans doute, mais donc, parce qu'il y avait en plus de ça, il n'y a pas seulement lié de la marche, mais que c'était pendant un laps de temps précis, c'était toujours à la même heure qu'un paysan le voyait passer, des choses comme ça. Et ici, tu dis justement 10 minutes avant, comme s'il y avait parallèlement, bon, ton pilote automatique qui disait bon, mais maintenant je dois remonter à la surface. Mais c'est vrai, oui, mais ça marche très bien. Le pilotage automatique fonctionne parce que, à mon avis, parce que ce qu'on appelle l'inconscient n'est que de l'infraconscience, qui fait la même chose, et que donc c'est comme un écran en veille, un écran d'ordinateur. On touche et il se rallume. C'est ça l'infraconscient. On sait qu'il est là. C'est opacifié. Mais alors que l'inconscient, il faudrait des dispositifs, notamment psychanalytiques, pour aller le déclencher, ce qui est un autre problème. Mais c'est pas seulement la marche solitaire. Quand je marche avec ma femme, par exemple, on ne parle jamais si bien. Je ne dis pas qu'on ne parle pas bien autrement, mais il y a toujours des choses qu'il faut évoquer, un déménagement, les prochaines vacances, un souci d'argent, que sais-je, ou des choses plus intimes, mais il y a toujours. Et au bout de 3-4 minutes, la parole se met, l'alternance des voix, comme un chant du violon et du piano s'établit, et on échange d'une manière. Ça suppose évidemment que les deux personnes marchent à peu près au même rythme, mais quand on vit en couple depuis un certain temps, le rythme s'équilibre et a tendance. Et puis si on parle,
naturellement, on s'arrange pour rester à la même hauteur, donc il y a quelque chose comme ça. Donc la marche a beaucoup de vertus, et notamment intellectuelles, et notamment morales, mais surtout physiques. Hein, et quand je vois des gens qui vont en voiture à une salle de sport, évidemment, ça dépend de ce qu'on veut obtenir, si c'est la souplesse, la bonne santé ou la musculation, hein, alors qu'il suffirait qu'ils aillent faire leur course à pied, ils obtiendraient sans doute un résultat sans payer la salle de sport, sans s'ennuyer, en faisant des économies de voiture, ou d'essence, ou de pollution, ou écologique, et en obtenant ce rendu émotionnel que la marche produit, je pense. On va passer au thème de l'amour. Voilà. 2 extraits, page 59 et page 69. Le choix primordial tient à notre capacité d'amour parce qu'il n'y a rien de mieux à trouver. C'est une phrase qui est beaucoup plus longue, mais qu'ici, bon, j'ai supprimé certains mots. Et page 69, alors là on est dans un autre registre, tu dis « J'ai beaucoup plus d'estime pour la politesse que pour l'amour, et pour la gentillesse que pour la bonté. » On ne parle pas évidemment des mêmes aspects, mais c'est intéressant peut-être de confronter en tension les deux. Voilà. En frontalité. Voilà, alors je t'écoute. Alors pour la politesse, c'est vrai que ça me paraît très important, la politesse, la gentillesse. Pourquoi? Parce que ce sont des vertus sociales. L'amour et la bonté sont des vertus intimes en quelque sorte. Or, s'agissant de 8 milliards d'habitants, et même des, mettons, je sais pas moi, 2000 qu'on peut connaître dans sa vie, j'ai jamais vraiment compté, mais ça m'étonnerait qu'on en connaisse plus, il n'est pas question de les aimer tous. La question de l'amour, la question même de donner son cœur par bonté à 2000 personnes, et à 8 milliards davantage encore, ne se pose pas. Pour moi, c'est littéralement confondre les choses que de dire ce qui manque à l'humanité, c'est plus d'amour, ça. Non, ce qui manque à l'humanité, c'est plus de gentillesse et de politesse. Je veux dire, ce n'est pas par amour que je tiens la porte à quelqu'un quand je sors d'un magasin pour éviter qu'il se la prenne dans la figure. C'est pas par amour que j'aide une vieille dame à sortir son bagage du filet dans un train. C'est par politesse, pour que les rapports sociaux soient préservés, pour qu'ils soient huilés, pour que la politesse et la gentillesse, c'est faire en sorte que ça fonctionne avec les gens qu'on n'aime pas. Enfin, on ne dit pas qu'on déteste, mais à l'égard de qui la dimension d'affect n'est pas engagée. Je ne voudrais pas imaginer un seul instant d'aimer 2000 personnes, ni 8 milliards, je m'y refuserai absolument. En plus, ce qu'on appelle l'amour, c'est tellement flou. C'est un mot, un champ polysémique. Il y a des gens qui réellement croient que quand ils couchent avec quelqu'un, l'amour est engagé. Mais à mon avis, la sexualité n'a pas plus à voir avec l'amour qu'avec la plongée sous-marine. Peut-être même moins. Mais d'ailleurs, en grec, il y a plusieurs mots. Il y a agapé, pour la charité, il y a philia, enfin, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Pendant très longtemps, avant de me marier avec la femme que tu connais, avec qui je suis marié déjà depuis plus de 20 ans, pour moi, la question ne se posait pas. Il n'y avait aucun rapport, entre l'amour, disons les sentiments d'attachement, de tendresse, de respect, et la sexualité. Je ne veux pas dire que je méprisais les gens avec qui je couchais, mais je veux dire simplement, le sentiment amoureux, en tout cas au sens Tristan et Iseult, n'était pas convoqué par ça, n'avait rien à voir, je veux dire. Bon. Ce qui était convoqué, c'était l'intimité, la complicité, le chuchotement, le fou rire, qui fonctionne bien, avec des gens dont on n'est pas éperdument amoureux, parce qu'il y a la gentillesse, la politesse, et que ces questions-là se posent aussi au lit. Il faut être très gentil qui vous font le cadeau de vous offrir leur corps ou leur bras, etc., et les respecter et leur faire le moins de mal possible, et même le plus de bien possible. Mais l'amour, c'est autre chose. Il se trouve que de temps en temps, ce qui est rare, mais qui m'est donc arrivé, peut-être 2 fois, quelqu'un qu'on désire est aussi quelqu'un qu'on aime. Mais, enfin, au sens Tristan et Iseult du terme. Mais ce n'est pas le plus fréquent. Et cette espèce d'idée que l'amour inclut forcément le sexe, et que le sexe inclut forcément l'amour,
qui est contredit par toute la réalité sociale du monde depuis qu'on a des vues sur les terriens, continue à circuler, elle me paraît littéralement fausse. En anglais, en tout cas, parce que c'est une question de langue aussi, on distingue très bien le love et le like, hein, oui, sans parler du sexe. Et puis je disais en grec quand même, agape, philia, eros, les Grecs ont 3 mots différents pour évoquer ce que nous appelons, enfin nous mettons sous le... Et là, on peut dire que une des phrases que tu cites, c'est aussi, elle est aussi extraite, sauf erreur, d'un chapitre qui s'appelle Éloge du mariage de raison, hein, où je distingue le mariage de raison du mariage arrangé. Le mariage arrangé est une violence. Le mariage de raison suppose qu'il y ait une raison entre les gens qui se marient, pas entre les familles qui veulent. Hein. Et cette raison ne consiste pas à dire on se marie pour des raisons pratiques, hein, mais plus simplement, plus justement, au-delà même des sentiments très tendres qu'on se porte, il y a l'idée qu'on est d'accord, qu'on est complice, qu'on a la même... c'est vite dit, mais qu'on a en gros la même perception du monde, le même rapport à la société, à la vie quotidienne, à la vie domestique. Donc qu'on épouse pour des raisons de love, hein, des gens avec qui, enfin une personne avec qui on est à l'aise dans le domaine du like. Et ça me paraît fondamental. Et quand on voit le nombre de divorces, à mon avis, c'est parce que ce sont des gens qui sont mariés en pensant que le sentiment suffisait. Alors que la vraie question du mariage, c'est le sentiment et l'entente, le sentiment et la complicité. Ça peut parfois venir en cours de route sans avoir été prévu. Mais le mieux, c'est de savoir avec qui on se marie. Valérie disait on ne sait jamais avec qui on couche. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Mais justement, quand on se marie, c'est pas uniquement pour coucher. Et donc on a intérêt de savoir avec qui on se marie, si on veut que ce soit une opération. C'est aussi pour ça que, je n'en parle pas dans le livre parce que ça devient un peu violent, c'est aussi pour ça que personnellement, je crois qu'il faut se marier avec des êtres, des personnes qui ont en gros une culture en commun. J'hésiterais, moi, si fascinante que je trouve le Japon et les femmes japonaises, j'hésiterais, moi, à me marier avec quelqu'un dont tout l'univers culturel est radicalement distinct du mien, qui suis quand même issu de la tradition catholique et française, même si pour le catholicisme, je n'ai pas dû devoir garder cette proposition initiale, mais n'empêche, culturellement, ça existe. J'hésiterais. De même, quand je vois des gens, des couples, qui parlent ensemble une troisième langue, parce que A ne parle pas la langue de B, et B la langue de A, on peut se dire une chose, ou bien ça ne tiendra pas, ou bien une des deux personnes va se sacrifier à l'autre et sacrifier une partie de sa personnalité, de sa culture à l'autre. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de troisième voie. Et puis il y a la fameuse expression traductor et traditor, et ça veut dire que l'on perd quelque chose de toute façon dès qu'on est dans la traduction par rapport à ce que l'on avait en tête initialement. Donc de toute façon, on ne dit pas ce qu'on veut dire. C'est un gros souci, quoi. C'est un gros souci. Hein. C'est un gros souci. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant à quelque chose, comment dirais-je, à une activité qui a une place vraiment singulière dans ton existence, c'est la poésie. Ou, à moins que tu voulais encore dire quelque chose sur l'amour. Non, mais parce que j'aurais peur d'être trop abondant, peut-être qu'on a déjà beaucoup dit. Pour ce qui est de la poésie... Oui, parce que tu écris ceci, page 112. La poésie répond à une nécessité plus large que la satisfaction personnelle ou l'utilité sociale. Que voulais-tu dire là? Au fond, pour moi, la poésie, c'est déjà le domaine d'une certaine forme de spiritualité. Quand on parle de spiritualité, sans doute chacun entend un peu quelque chose de différent en fonction de ses propres appartenances ou de ses propres croyances. Mais pour moi qui ne suis pas croyant, qui ne suis pas agnostique non plus, qui suis tout simplement et sans chichi athée, la spiritualité est une question fondamentale. Elle n'est pas fondée par Dieu, elle n'est pas, enfin à mes yeux en tout cas, elle n'est pas fondée par la société, parce que je crois qu'aucune société n'a jamais créé une cité spirituelle. Elle est
fondée par quelque chose qui pourrait être la transcendance par la création. Et pour moi, qui ne suis ni peintre ni musicien, et qui croit que le langage va plus loin que les sons ou les images, la question de la poésie, c'est la question de la perception du monde au-delà de l'explicitation simple. Il y a cette fameuse phrase de Boileau, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement », mais la poésie s'intéresse à des choses qui ne se conçoivent pas si bien que ça. L'espèce de marge perpétuelle, de frange perpétuelle entre le visible et l'invisible, entre le certain et le probable, entre le mystère et la connaissance, entre la vie et la mort, entre la beauté et la laideur, entre la certitude et le chagrin. Tout ça, qui est dans le système de l'émotion, de la vision, de la visualisation, de la perception diffuse, mais pas imaginaire, tout ça appartient au domaine de la poésie. Tout ça est la poésie, est la question de la poésie. Parce que pour moi, écrire un poème, il y a un moment où c'est effectivement des mots, des phrases, un rythme, une prosodie, mais ça ne se résume pas, la poésie ne se résume pas à l'acte d'écrire un poème, ou ni à l'acte de lire un poème. C'est un rapport au monde, c'est un rapport à la vie, c'est un rapport au non-dit qui est dit quand même, au non-vu qui est vu quand même, au non-entendu qui parle et qui résonne dans la tête. C'est les reconnaissances, c'est les chocs de beauté, c'est les choses qu'on sait, comme quand, avant d'ouvrir une porte, on sait déjà ce qu'il va y avoir derrière, qu'on n'est jamais venu, etc. C'est un peu de l'intuition, c'est un peu... Je crois que c'est l'amour de la vie aussi, c'est l'amour de la vie. Alors, il y a des tas de choses qui sont appelées poèmes, mais qui n'ont pas plus à voir avec la poésie que ça, et d'autres qui ne sont pas appelées poèmes, et qui sont la poésie même. Il y a des choses sur le capitonnage des apparences, dans certains beaux visages, chez Proust, qui, sauf n'est pas considéré comme un poète, et qui sont pour moi la pression poétique, le déclic poétique par excellence, alors que chez Lamartine, il peut chanter les vents, les lacs, et les barques et les souvenirs, c'est avec beaucoup d'habileté, c'est du discours versifié, c'est pas de la vision poétique. Là, on a quelqu'un qui est pour moi un des poètes par excellence, qui n'est pas poète tout le temps, mais poète presque tout le temps. Ce qu'on sait de sa vie montre aussi que son sujet n'est pas d'écrire des poèmes, son sujet est de percevoir l'intensité poétique, l'intention poétique du monde. Et à ce moment-là, le poème est la marque c'est le filet du papillon qui ramène le papillon, c'est la marque que la poésie ait lieu, c'est pas l'invention verbale qui produirait éventuellement de poésie. Mais c'est ce qu'il écrit d'ailleurs dans ses lettres à un jeune poète, oui, ce que tu viens de dire. Voilà. Donc la poésie, voilà la poésie. Et donc, considéré comme ça, et non plus comme l'acte d'écrire des poèmes, c'est le cœur du cœur de l'existence humaine pour moi. Pourquoi vouloir être libre? Pourquoi se débarrasser du fardeau du travail dans des bureaux? Pourquoi essayer de trouver l'amour véritable? Pourquoi échapper à une certaine pression sociale, etc. Pas pour pouvoir jouir. Jouir, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pouvoir toucher un peu le mur de la beauté du monde, qui est ravagé, qui est défiguré, mais qui est quand même plein de lumière. Au fond, dans tout ce que tu dis, on voit peut-être mieux le lien entre l'étymologie du terme poésie et l'usage que tu en fais, puisque ça vient de poème, qui veut dire faire, donc faire dans le sens de créer. C'est bien ça. C'est l'esprit qui crée. C'est l'esprit qui crée, il y a la création, c'est ça. Hors caméra, tu m'expliquais tout à l'heure qu'avec ton époux, si j'ai bien compris, tu étais en train de retraduire les élégies à Duino. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu dans quel état d'esprit
tu le fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais? La plupart des livres et des auteurs qui m'ont marqué et qui continuent à rayonner en moi, qui sont des livres de vie et pas simplement des moments de culture, appartiennent au domaine français et sont dus à des écrivains français. Les écrivains étrangers, quelle que soit l'admiration ou la connaissance que je peux avoir, qui ont réellement marqué ma vie, ne sont pas, ou qui résonnent dans mon esprit, ne sont pas si nombreux que ça. Il y en a, il y a Virgile, Virgile qui est fondamental pour moi, mais si on avait le temps, je parlerai aussi de mon rapport à l'Antiquité romaine. Il y en a quelques autres. Dans un genre tout à fait différent, il y a le Nabokov mémorialiste, le Nabokov notamment de Autre Rivage, ses mémoires somptueux. Et il y a le Rilke des Égides du Nord. Alors, je pense que les grands auteurs peuvent donner en traduction une idée de leur grandeur et de leur richesse, même si, selon moi, et je ne veux critiquer personne, même si leur traduction n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Soit parce qu'elle est trop proche du texte original, soit parce qu'elle ne chante pas. Dans le cas des Égides du Nord, il faut que ça chante. Soit parce que ceux qui traduisent sont peut-être des bons, mettons, germanistes, mais n'ont pas de prosodie dans l'oreille, soit parce que les contraintes éditoriales ou l'incompétence ou quoi que ce soit font que ça n'a pas eu lieu. Donc moi j'ai lu en traduction et parfois en traduction au regard, parce que je ne parle pas l'allemand, ou en tout cas très mal, les élégies de Vino, et ça m'a touché, éveillé l'esprit et la sensibilité sur un certain point nouveau. Malgré le fait que dans les 3 traductions ou 4 traductions que j'ai eues, je trouvais en même temps que ça n'allait pas. Si j'essayais de les lire haute voix, par exemple, ça clapotait, ce qui n'est pas bon signe. Donc, un jour, je me suis amusé, sur base des 2 traductions que j'avais sous la main, à faire, sans le texte allemand à ce moment-là, mais j'ai été plus loin par la suite, à faire quelque chose qui me paraissait juste, et qui, selon moi, chantait, qui avait une prosodie. Et puis après, j'ai lu le texte allemand à haute voix, avec sans doute un accent que Goethe aurait trouvé épouvantable, pour entendre aussi la même, sinon la même prosodie, en tout cas le même souffle. Et puis j'ai commencé à en parler avec ma femme, qui, elle, parle l'allemand et lit l'allemand comme Feu Novalis. Et on a eu l'idée qu'on travaillerait ensemble, donc que l'essai de la première élégie c'était juste pour tester un, mais qu'on allait repartir d'une traduction du texte, mais avec cette volonté de faire chanter le texte. Et ça suppose évidemment aussi des discussions sur les petites trahisons. Par exemple, le premier vers, en français, dans ma version, et qui donc, si je criais, pourrait m'entendre parmi les hiérarchies des anges. Le pourrait n'est pas dans le texte allemand, mais je suis sûr qu'il est dans le sens et la nécessité du vers en français, et donne les 2 pieds en plus nécessaires à une espèce de décollage qui autrement reste un petit peu en deçà d'elle-même. Donc ce sera une traduction subjective, mais une traduction respectueuse il me semble, la grandeur de... Alors, juste avant d'arriver à Robinson, qui sera ma toute dernière question, il y a un chapitre qui se trouve à la fin de ton livre, sur un sujet qui peut paraître très, très curieux, d'ailleurs, anodin, voire anecdotique. Pourrais-tu expliquer pourquoi tu accordes justement un vrai chapitre au 3e tiroir à droite de ton bureau? C'est le... C'est pas 180, donc c'est à la fin. C'est 71, c'est pas tout à la fin, mais c'est... 180, pas 180. Donc c'est dans le dernier cas. Voilà. À dessein, j'ai voulu que ce chapitre soit très explicite et un peu mystérieux. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'il évoque par
métaphore ou par allusion indirecte la trentaine d'objets qui se trouvent dans ce fameux troisième tiroir, hein, et sans le dire explicitement, mais peu à peu, le texte dit en substance ceci: cette trentaine d'objets qui ont l'air d'être jetés là par hasard et d'être une addition d'objets autonomes, en fait constituent une chaîne, les pièces d'un puzzle qui est mis dans le bon endroit et un ressort de liberté. Et pour aller plus loin, je laisse entendre que certaines choses, une lampe de poche, des lunettes qui permettent de voir la nuit, une carte de crédit sur un compte dormant, etc. Je ne dis pas tout. Et je finis en disant, si un jour, pour sauver ma liberté, je dois partir, en 2 minutes, ces 30 objets sont dans mon sac, je pars et on ne me rattrapera pas si facilement. Eh ben, c'est peut-être une transition pour arriver à Robinson, justement, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Alors là, on est 10 pages plus loin. Tu fais référence donc à Robinson. Pourquoi son île fournit, écris-tu, son île fournit un modèle parfait pour trouver l'unité perdue. Donc, ce qui est entre guillemets, la citation, c'est l'île fournit un modèle parfait, et puis alors là, je supprime un petit passage, pour trouver l'unité perdue. D'ailleurs, tu parles également d'autre chose que d'unité perdue. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas aussi, c'est-à-dire, moi, c'est des citations libres, comme je fais toujours lorsque je lis, il y a des tas de références qui me viennent à l'esprit, et j'ai tout de suite pensé à ce moment-là, alors que ce n'était pas ça sans doute que tu voulais, d'autant plus que dans le chapitre suivant, tu t'en expliques. Mais j'ai tout de suite pensé à propos d'unité perdue, à ce moment où Robinson, vendredi, je ne sais plus, c'est Robinson, non, c'est vendredi, se love dans une cavité d'une caverne là, pour retrouver dans un état fétal dans le vendredi de Michel Tournier. Ouais. Parce que là, c'est aussi l'unité perdue, c'est le retour à l'origine. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. C'est une simple association. C'est une association d'idées amusante, oui, mais qui prouve que l'esprit est infini, mais à vrai dire, ce n'est pas. Non. Ce n'est pas. Deux choses m'ont frappé dans Robinson, dans le Robinson Crusoe de Faux. Oui. La première, c'est que c'est une île déserte, mais pas une île sauvage. On va y revenir. Je veux dire, elle est déserte parce que concrètement, jusqu'à l'arrivée des sauvages, il n'y a personne d'autre que lui dans l'île, enfin personne d'autre d'humain. Mais en même temps, elle est déjà en attente de civilisation. C'est plutôt une terre en friche qui va être labourée par la culture. Et pourquoi n'est-elle pas sauvage? Parce qu'en attendant que ça se passe, elle est sauvage. Oui, mais à partir du moment où il est là, au moment où l'histoire commence, il est là. Donc, il est là, d'accord, de ce point de vue-là. Oui, d'accord. L'autre chose, c'est une distinction que je fais qui n'est pas une distinction deleuzienne, parce que la façon dont j'estime que l'île est déserte, mais pas sauvage, mais propre. Mais l'autre chose, c'est que c'est un naufragé pas tout nu qui arrive sur l'île. D'abord, il arrive avec toute sa culture protestante, et il trouvera d'ailleurs une Bible qui en sera le relais mathématique, mais aussi, grâce à une épave à proximité, il va pouvoir amener sur son île toute une série de matériaux grâce auxquels, d'instruments, d'outils, de clous, de barils de poudre, de marteaux, de tissus, grâce auquel il va pouvoir réorganiser, recommencer une nouvelle civilisation, plutôt une antenne de civilisation. Parce que ce qu'il fait, c'est reconstituer avec les moyens du bord et les systèmes D de manière holistique la société qu'il a connue, c'est-à-dire la ville de York dont il est originaire. Ce qu'il essaie de faire, c'est une espèce de mini-York miniature, comme il y avait dans mon enfance Madurodam, l'Europe miniature aux Pays-Bas, avec des petites maisons entre lesquelles on marchait, pour se retrouver chez lui. Ce qu'il est en train de faire tout de suite,
c'est transformer son île déserte en mini cité d'York. Ça m'a donné à penser parce que je me suis dit, c'est exactement, dans un premier temps, c'est exactement la métaphore de ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Bien sûr, la succession de chapitres décrit peu à peu la possibilité pour les gens d'échapper à la mainmise de l'État total, d'échapper à la surveillance généralisée, d'échapper à la malédiction de Caïn qui consiste à faire des travaux qu'on n'aime pas pour toujours recommencer la même chose et survivre, etc. Mais il s'agit aussi de rester en contact avec les autres. Il ne s'agit pas de se retirer dans sa tour d'ivoire. Hein. Il ne s'agit pas de devenir ni misanthrope, ni égoïste, ni indifférent. Il s'agit d'être connecté au monde autrement. Et c'est exactement ce que, métaphoriquement en tout cas, Robinson fait. Hein. Il n'est pas seul sur son île, il est provisoirement isolé comme une sentinelle perdue, mais il est en relation avec le monde qui pour lui, en gros, est l'Angleterre. Et de la même façon, moi, je me suis retiré dans une île imaginaire, l'organisation de la vie, du travail, de l'écriture, du logement et du café, et tout du rapport à autrui, du rapport à l'argent, du rapport au voyage, du rapport à l'amour, et tout ce que je décris dans le livre, pour avoir une autonomie, mais une autonomie connectée sur autrui, pour autrui en quelque sorte. Or, il se trouve que de ce point de vue-là, l'inconvénient de la société moderne, c'est-à-dire ce tout numérique et ce tout commercial, fournit aussi des solutions. Hein. C'est que l'autonomie permet d'être accordée autrui. Hein. Si on se retire dans le Larzac, on n'est plus seul dans une ferme dans le Larzac, on est seul connecté au monde dans le Larzac. Donc je voyais bien que cette métaphore de Robinson fonctionnait par rapport à ce qu'on a appelé tout à l'heure le maquis de liberté. Et puis peu à peu, en allant plus loin, et le livre avance doucement vers sa fin, je me rends compte que cette île déserte et connectée, ce n'est rien d'autre que l'esprit. Que ce que je décris, ce n'est pas un espace géographique, ni un espace imaginaire, mais c'est l'attitude même de l'esprit définissant son autonomie, ses choix personnels, son individualité, et en même temps tourner vers autrui, connecté au monde et cherchant cette dimension poétique. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un ami qui m'a tenu la main pour trouver le titre qui était presque là, en me disant pourquoi pas le livre comme Robinson. Je le remercie ici, il s'appelle Michel. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment trouvé le titre, que j'ai compris que Robinson, c'était pas seulement l'homme sauvage, c'était justement l'homme non sauvage, mais à la fois isolé, devant tout faire lui-même et connecté au monde. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était le livre avait commencé à trouver sa forme, parce qu'au départ, il était beaucoup plus important. J'ai coupé la moitié, parce que peu à peu, des choses entraient dans le livre ou pas. Et d'autres étaient aussi, on peut terminer par ça, le bêtisier, à quoi vous avez échappé. Les chapitres qui ont été supprimés, soit parce qu'ils pouvaient être redondants avec d'autres, soit parce qu'ils entraient trop dans le détail. Comme il y avait un chapitre que j'aimais bien, qui s'appelait « Votre banque et votre rival », et qui expliquait tout ce que les banques faisaient pour vous rendre de faux services en échange de vraies rémunérations. Et puis je me suis dit, là on entre dans une sorte de manuel pratique, c'est pas mon sujet, moi je souhaite toujours rester entre réflexion et solutions concrètes et pas dans analyse pragmatique d'un domaine précis. Voilà, il y avait des chapitres qui auraient semblé trop bizarres. On aurait dit, qu'est-ce que vous avez à faire aussi? Pourtant c'était fondamental. Par exemple, il y avait un éloge de l'aspirine contre le paracétamol. J'ai essayé d'expliquer en 3 pages pourquoi l'aspirine était une solution qui n'avait pratiquement que des avantages et que le paracétamol était une fausse solution dit par le commerce, hein, coûtant en général plus cher et prescrit de plus en plus par tous les médecins, alors que l'intérêt de l'aspirine, c'est que ça fait tout ce que le paracétamol peut faire, plus la fluidification du sang qui permet aussi d'éviter les AVC, les artères bouchées, la somnolence du matin, etc. Donc c'était aussi, si on n'a pas une hémorragie, si on n'est pas hémophile, il faut toujours préférer l'aspirine au paracétamol. Hein.
Et j'allais même jusqu'à dire, il y a une bêtise du paracétamol, une intelligence d'esprit. Et puis en relisant ce chapitre, je me suis dit, on va pas comprendre, on va croire que alors que pour moi, il y avait une dimension philosophique. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc voilà, et alors le dernier chapitre auquel vous avez échappé, c'était un éloge de la fraude fiscale. Ce qui est à peu près avec l'éloge de la pédophilie, ce qu'on peut trouver de pire pour... mais évidemment, ce n'était pas l'éloge du fait que les entreprises échappent à l'impôt, ça c'était la question de savoir où est le pacte entre le citoyen et l'État en matière Et je donnais une série de conseils pratiques pour juger au-delà de soi et pas subjectivement de ce qui était juste et pas juste par rapport. Et je conseillais de frauder le reste si on pouvait. En relisant, je me suis dit, je vais vers des ennuis. Là aussi, non seulement personne ne comprendra, mais peut-être qu'un quelconque agent de contrôle se dira, il dit peut-être ça parce qu'il la pratique lui-même, ce qui malheureusement n'est pas possible. Parce qu'on a de moins en moins de marge pour avoir ça. Mais là aussi, c'était une approche philosophique. Mais donc, j'ai supprimé les choses qui étaient à des titres divers, trop particuliers, trop précis, au mauvais sens du terme, ou en apparence trop paradoxaux, comme cet éloge de l'aspirine contre le paracétamol, qui aurait été le trou noir de l'incompréhension que le lecteur pourrait avoir de ce que j'essaie de leur dire. Mais en tout cas, en ce qui concerne le chapitre que tu n'as pas publié, ou pas écrit en tout cas, concernant la fraude fiscale, ça aurait pu détruire ton image peut-être de libéral utopiste. Tu aurais été considéré alors là non plus comme un libéral utopiste, mais comme un libertarien au sens du type parti. On en est arrivé aux États-Unis. On en est arrivé au stade où on croit que la fraude fiscale est une solution réactionnaire qui ne peut venir à l'esprit de gros bourgeois qui s'enrichissent sur le sang du pauvre peuple. Ça, alors que c'est tout le contraire. Moi, d'une certaine manière, pour moi, la fraude fiscale est profondément plébéienne. Elle est le boulanger qui se dit j'ai un peu d'argent liquide, je paye déjà 33% d'impôts, je dois refaire l'arrière de ma boutique, je vais m'arranger avec mon voisin, je le paierai en cash, etc. C'est ça la fraude fiscale dont on parle. En arriver à penser que la fraude fiscale, c'est pas les citoyens qui essaient de gagner mais l'injustice capitaliste qui siphonne l'argent du pauvre peuple, alors que cet argent, s'il n'est pas siphonné, il va à l'État qui, s'il n'est pas fraudé, il va à l'État qui n'en fera quand même que des bêtises, ou qui payera des fonctionnaires inutiles. Je crois vraiment que c'était défendable, mais il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Tout à fait. Et puis il faut peut-être le rappeler, c'est que le rapport à l'impôt est quand même à l'origine de la révolte des Gilets jaunes. C'est quand même ce rapport-là qui était le déclencheur, si je puis dire, de ce mouvement. Le déclencheur, c'était l'essence. C'était l'essence. Et bien sûr, derrière ça... Et puis c'était comme à un moment donné, il y avait trop de taxes, trop d'impôts, ça ne permettait plus de vivre. Au fond, rejoint quand même un peu le déclencheur était une erreur. Oui. Mais cette erreur a révélé d'autres choses qui étaient moins des erreurs, qui est effectivement que la marge de manœuvre entre le coût de la vie, liberté personnelle... C'est les Gilets jaunes, c'est les revendications des Gilets jaunes. Mais il arrive parfois que des mouvements extravagants et partant d'un point de vue fassent jaillir des choses qui... Donc je ne me sens pas solidaire des Gilets jaunes, mais je trouve que c'est un mouvement important et grâce auquel une réflexion ne se fera peut-être pas chez nos gouvernants, mais se fait en tout cas dans la cité pour savoir où on en est par rapport à notre liberté, notre pouvoir. Eh bien, je propose, j'avais encore d'autres questions à poser, mais vu l'heure, je propose peut-être de clore ici notre entretien, qui était un vrai plaisir pour moi. Et j'espère bien d'ailleurs que, comme tu es un auteur prolixe quand même, parce que tu as quand même publié de très nombreux livres jusqu'à présent, tu ne vas évidemment pas t'arrêter là, comme on te connaît, et que j'aurai le bonheur donc de te réinviter sans doute pour d'autres interviews de ce type-là. J'espère simplement que tu n'en auras pas trop dit, mais alors là je suis fautif parce que je t'ai peut-être posé beaucoup de questions et je t'ai souvent relancé, et que ça ne va pas décourager évidemment
les lecteurs potentiels de te lire. Je vais remontrer cet ouvrage, comme je l'avais fait tout au début, écrit par Luc Delis, Libre comme Robinson. C'est un tableau du douanier Rousseau, ça, ou ça ressemble un petit peu? Ah non, mais ça y ressemble un petit peu, je trouve. C'est vrai, c'est un naturaliste allemand, oui. Qui faisait ces admirables illustrations. Oui, oui. Et la graphiste de mon éditeur a trouvé ça. C'est une suggestion vraiment de la graphiste. C'était une œuvre que je ne connaissais pas. Enfin, d'Henri Rousseau plutôt, c'est pas le même. Oui, mais c'est pas douanier Rousseau. Oui. Donc je peux même te dire oui, ça peut être indiqué, mais c'est indiqué ici. Mais j'ai dû le lire, mais j'ai oublié. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc de Ernst Haeckel, et donc Kunstformen der Natur, donc les formes d'art de la nature. Voilà, c'est ça. Et ça tombait bien parce qu'à la fois ça fait penser au thème de Robinson, oui, oui. Et à la fois c'est une analyse de la réalité par le biais évidemment d'une recréation artistique de la part de Haeckel. Et donc, il y avait quelque chose comme le processus même du livre qui se mettait en place. Et puis, il faut bien dire qu'une couverture de livre, ça doit aussi être un peu beau. Et je trouvais que la graphiste avait magnifiquement choisi celle qui allait illustrer ce livre. Encore merci. Merci à toi. Et à très bientôt. Quel est merci de m'avoir accueilli. Je t'en prie. Quel est le prochain livre? Ou on ne le dit pas, il ne faut pas si, on peut peut-être faire de la publicité, enfin pas de la publicité, mais en tout cas le faire savoir. Il y aura 2 livres. Un livre de fiction, ce sera un recueil de 20 nouvelles. Oui. Très courtes. Oui. Et l'autre, c'est un livre un peu dans l'esprit de celui-ci, mais sur un sujet tout à fait différent. C'est Comment être écrivain aujourd'hui. Ça s'appellera Un sang d'écrivain. Et ça explique la réalité de la vie d'écrivain au début du XXIe siècle. Et c'est pour l'année qui vient, 2020? Ah, c'est peut-être encore pour l'année 2019. Ah bon. Il me semble que je deviens travailleur en vieillissant. Oh, quand on voit ta bibliographie, je crois qu'on n'a pas de grande interrogation à se faire. Encore merci donc. Merci. Et à la prochaine fois. Comme disait Mickey à la fin de ce dessin, la fin des dessins animés, voilà. Il y avait aussi le jeu des 1000 francs. Aussi, tout à fait. Et à demain, si vous le voulez bien. Ah, c'était Lucien Jeunesse, je me souviens. Oh, il y a un demi-siècle peut-être. Il porte bien son nom. Tout à fait, oui, tout à fait. Notre jeunesse.